C'est une histoire qui dure depuis maintenant une douzaine d'années. Il y a eu des évolutions. Au départ, j'ai été contacté par des gens qui étaient dans le milieu, que je connaissais. Et ce qui m'a attiré au tout départ, c'était plutôt tout l'aspect combat, enfin l'aspect belliqueux un petit peu de la chose. Et puis les années passant, le combat m'intéresse toujours autant, mais j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement à l'histoire. Et donc sur une période bien déterminée. Et l'aspect us et coutume, l'aspect costume, l'aspect, je dirais, tous les objets visuels de l'époque, je dirais, n'a pas supplanté mon côté, je dirais, belliqueux, mais en tout cas, maintenant c'est un tout, quoi. Je peux pas différencier l'un de l'autre. Moi, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 8 ans. Après avoir lu une bande dessinée qui est assez connue, c'est Les Tuniques Bleues, et qui m'ont vraiment chamboulé, au point de vouloir absolument savoir quelle était cette guerre, qu'est-ce qui s'était passé. Donc à 8 ans, je me trouvais déjà à lire des bouquins en anglais sur la question, enfin, à essayer de les lire surtout. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il existait une association en France qui permettait de reconstituer l'époque. Et en 89, donc j'ai adhéré à cette association. Et depuis, régulièrement, 2, 3, 4 fois par an, je me mets en costume pour participer à des reconstitutions historiques. Moi, c'est une série télé américaine qui s'appelait Les Bleus et les Gris, qui racontait l'histoire d'un journaliste, enfin d'un dessinateur à l'époque de la guerre civile, qui a fait toute la guerre en faisant des croquis pour des journaux. C'est cette série à moi qui vraiment m'a donné envie de faire ça. J'avais monté une association avec des amis qui faisaient des fêtes à thème en public. Et un jour, on s'est décidé à faire un truc sur la guerre de sécession, en mélangeant un peu guerre de sécession au Far West. On a cherché désespérément une association, à l'époque c'était en 96, on a cherché désespérément si en France il y avait des associations qui faisaient ça. Et on est tombé sur le CCFF à l'époque, donc le Club Confédéré Fédéral de France. On a fait cette fête et moi j'ai complètement quitté après cette organisation de spectacle pour m'engager à fond là-dedans. C'était vraiment mon truc, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et c'est, je vais dire, une des rares périodes de l'histoire qui me motive autant. Alors pourquoi, comment, c'est difficile à savoir. En faisant du bleu, du gris, peu m'importe, c'est pas vraiment, il n'y a pas d'idéologie là-dessous. C'est vraiment une période de l'histoire qui me parle, qui parle au tripes de chacun, je crois. Et voilà. C'est pourquoi cette période-là et pas une autre, je sais pas, mais c'est comme ça, quoi. Moi, ma passion première, c'est le médiéval. Et donc j'ai fait partie, et je fais encore partie d'une troupe 15e siècle. Et donc je porte une armure de chevalier à cheval, c'est-à-dire pas démontée, qui est vraiment sur son cheval, fin du 15e siècle, 1460-1480. À la base, c'est l'intérêt pour l'histoire, l'intérêt de l'histoire de France sur la période 20e siècle. Et petit à petit, on s'intéresse aux grands événements, aux événements plus locaux. Et puis moi, je m'intéresse énormément à la mécanique. Donc j'ai commencé à collectionner un petit peu les véhicules aussi de cette époque. Et puis de fil en aiguille, on se dit qu'on veut compléter le véhicule. Donc autant équiper le chauffeur d'une manière succincte au début. Et puis petit à petit, et puis depuis le début des années 80, on en est arrivé à faire un petit peu comme les Américains et surtout les Britanniques en Europe, faire de la reconstitution de plus en plus précise et faire les choses le mieux possible, quoi. Sur la période 1940, c'est difficile parce que c'est une campagne, c'est une guerre perdue, donc les choses sont beaucoup plus délicates. En plus, en France, le problème, c'est qu'il y a eu de nombreux films faits sur cette période-là et qui ont plutôt tourné les choses en dérision. Donc c'est important aussi pour la vérité historique de rappeler les faits. Attends! Plus on présente de matériel, plus c'est intéressant. Donc c'est d'une part de sauver du matériel, mais également de le présenter. Il y a beaucoup de collectionneurs qui gardent leur collection chez eux sans la montrer, mais le monde de la reconstitution, justement, essaye de faire partager ce côté intérêt pour l'histoire. Et il
il y a le côté didactique qui est quand même un moteur important dans le monde de la reconstitution, je pense. Le mannequin, le petit musée privé, c'est bien au début. Je pense que tout le monde y est passé, on aime ça, mais on tourne vite en rond et on a envie de faire partager ça d'abord avec les gens de l'association qui sont aussi des amis. Et puis c'est un mode de vie. Les véhicules qui ne tournent pas, ça n'a pas grand intérêt, donc il faut les faire tourner. Les faire tourner quand on est en civil, avec femmes et enfants, ça peut être amusant un week-end ou deux, mais pas tout le temps. Il faut les mettre en situation. Et rapidement, on se rend compte qu'il faut être en situation totale, avec l'uniforme, pour être le plus proche de la réalité, ne pas se contenter d'à peu près. Arms! Load! Faster, Corporal. Come on, boys. Move it. Come on, soldier. Ready. Aim. Fire. Cover. Arm. Order. Arm. Je crois que ça fait partie, comme il disait, de s'approprier les objets, de mettre en pratique un peu ce qu'on peut étudier dans les bouquins. Et c'est moi, ce qui m'a motivé, c'est l'envie de faire de la vie de camp, de voir comment les soldats à l'époque, entre guillemets, pataugeaient dans la gadoue, comment ils se nourrissaient, quelles étaient leurs vies au quotidien dans ce conflit. Forcément, puisqu'on traite d'une guerre, il y a le côté uniformologique qui rentre en ligne de compte. Bien qu'il y ait des gens qui font du civil en guerre civile, mais c'est vrai que l'uniforme découle de source en fait, vraiment. Ça serait une erreur de dire déguisement, parce que là on n'est plus dans le cas d'un déguisement, c'est beaucoup plus évolué. Mais le côté costume va de pair, c'est vraiment un changement de peau complet, c'est-à-dire que il y a l'aspect extérieur, donc le costume, et je dirais même un côté un petit peu role-playing, c'est-à-dire que on rentre dans un personnage, on essaye de changer, de changer d'esprit, d'essayer de se mettre dans la peau d'un personnage qui aurait vécu au XIIIe siècle. Bon, ce qui est impossible, mais on peut essayer de s'en approcher. Faire de la reconstitution historique, c'est avant tout revivre les expériences d'un temps passé. Et comme le plus souvent on évolue dans le domaine militaire, on découvre ainsi les joies de l'équipement d'un soldat du XIIIe siècle, comme par exemple la cotte de maille. Pas facile du tout à enfiler pour un chevalier du XXIe siècle cette fois. Il faut dire qu'ils n'ont pas choisi la période la plus simple, on est très loin du treillis et du sac à dos. Parce que ça a pas l'air, mais c'est fort, un genre d'exercice, ça tue. D'être en uniforme, ça permet de faire plus de choses, de mettre aussi des gens dans un cadre un petit peu plus solide. Alors qu'en civil, souvent il nous manque toute l'infrastructure qui irait avec, les bâtiments, etc. Donc là, c'est vrai qu'avec quelques toiles de tente, on arrive à vraiment se replonger dans l'époque. Ce qui serait beaucoup plus difficile si on n'était qu'en civil et qu'il fallait avoir une ville. Bon, aux États-Unis, ça se fait. Ils ont effectivement des villes qui sont entièrement consacrées à la reconstitution, que ce soit d'ailleurs pour la guerre civile ou d'autres époques. Nous, en France, on est un petit peu limité. Bon, mais c'est vrai qu'indéniablement, il y a aussi cette volonté de ressentir ce qu'ont éprouvé les soldats à l'époque. Quand on lit des témoignages, c'est tellement prenant. On se dit comment un être humain peut subir ce qu'ils ont subi. Donc on a quelque part envie de l'éprouver, pas jusqu'au bout évidemment, avec cette limite, ce tabou de la mort qu'on ne franchit pas bien entendu, mais au moins ressentir dans leur chair ce qu'ils ont vécu pour savoir. Puis les Américains disent le terme réacteur, c'est vraiment, quand on cherche la définition précise, c'est un acteur qui rejoue quelque chose. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, nous on n'aime pas trop dire costume, on dit plutôt tenue ou uniforme, mais il y a cet aspect de rejouer justement quelque chose, de revivre quelque chose, d'essayer effectivement, on ne pourra jamais, parce que si on va par là, on a tous facile, peut-être pas lui, mais on a tous facile 10 ou 20 kilos en trop,
Et on ne peut pas non plus se remettre dans les conditions de vie de l'époque, mais c'est vrai que de faire 3 jours de camp, à bivouaquer en forêt, on s'approche, hein, on peut s'approcher de ce que ressentaient les gens, avec la peur de la mort en moins et ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on se rapproche bien de ça. Intervalle entre les deux demi-groupes, une vingtaine de mètres. On ne reste pas collé, bien entendu, les uns derrière les autres. En avant. En ce qui me concerne, la période du XXe siècle était plus abordable, parce que moi je suis aussi passionné de l'Empire, c'est un sujet qui est vraiment hors de prix. Et donc je me suis orienté plus facilement que sur la période 40-44. Souvent on s'équipe sur plusieurs années et puis on peut avoir plusieurs tenues et puis de toute façon il n'y a pas de délai de livraison, des choses comme ça. C'est très difficile à quantifier ça. En termes d'argent, on se débrouille tous les uns les autres aussi pour économiser un maximum parce qu'effectivement si on prend des matériaux authentiques ou le plus proche de l'authentique, et tous les équipements aussi, bon ce sont des répliques mais ce sont des bonnes répliques, donc il y a un coût. Il y a 20 ans, c'était très abordable, pratiquement dans tous les domaines. Et puis, ça devient de plus en plus cher, de plus en plus difficile. Et puis, les marchands, évidemment, font de plus en plus de profit aussi, puisqu'il y a une demande. Et rien n'est vraiment défini. On peut trouver du très peu cher au très cher pour la même pièce. Disons une tenue d'un fantassin normal, d'infanterie de ligne, tout équipé, comme ça, a priori, il faut compter dans les 10 000 francs, sachant que la personne peut s'équiper sur 4 ou 5 ans, hein, on ne commence pas avec tout l'équipement et le mieux de ce qui se fait. Hein. Et puis ensuite, avec les amis, parce qu'il y a toute une dimension amicale aussi et très sympathique dans cette activité, hein, c'est pas seulement quelque chose d'extrêmement théorique et affaire de professeur. Donc ça reste quelque chose de très amical. On se débrouille pour trouver tel fournisseur ou tel matériau qu'on paiera pas cher. Et puis chez soi, on coud le soir, la nuit, les week-ends. Par exemple, un blouson comme celui-là, authentique et dans un état comme celui-là, c'est au moins, je parle en francs, au moins 2000 francs. Au moins. En revanche, hein, le pantalon coûte très peu cher. Les ceinturons et autre chose, bon, ça vaut pas très très cher. Bon, tout ce qui est cuir en général coûte relativement cher. Le casque, c'était quelque chose qui était inabordable et qu'on n'espérait pratiquement jamais avoir à une époque. Et puis il est sorti récemment un lot de casques neufs d'un pays asiatique, je pense. Donc ça a permis d'en acquérir. Bon, c'est vrai qu'à force, ça finit par faire quand même un petit peu d'argent. Les Anglais ou les Français font des choses très très bonnes. Malheureusement, les prix sont un peu élevés, donc il y a beaucoup de gens qui se fournissent en matériel tel que les épées ou les armures en République tchèque. Et ça, c'est un bon exemple, puisque l'épée vient de République tchèque, l'armure vient de République tchèque. Et cette armure-ci, je l'ai achetée il y a environ 4 ans, je l'ai achetée pour 9000 francs. Maintenant, elle en vaut en République tchèque environ 13-14 000. Il faut savoir qu'il faut compter, en France ou en Angleterre, il faut compter à peu près le double pour avoir la même armure. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Donc c'est une passion qui, très rapidement, peut atteindre des sommes astronomiques. Maintenant, moi, je suis équipé en chevalier, mais rien n'empêche, et je connais d'autres personnes qui reconstituent des paysans, qui reconstituent des artisans, qui reconstituent des bourgeois. Donc il y a tout un niveau de costume qui permet, selon ses moyens, effectivement, de reconstituer tel ou tel personnage. Moi, j'ai choisi effectivement de reconstituer un chevalier en armure à cheval, donc ça représente une certaine somme au niveau de l'armure, mais il y a beaucoup de gens qui reconstituent des combattants ou des non-combattants avec des costumes beaucoup moins coûteux, qui peuvent d'ailleurs se faire eux-mêmes. Moi, l'armure, c'est impossible que je la fasse moi-même.
quand on ouvre les livres d'histoire, les premières choses qui reviennent, généralement, c'est les guerres, c'est les batailles, c'est les luttes pour le pouvoir. Donc c'est vrai que quand on fait de la reconstitution historique, quelle que soit la période, on est obligé de parler de l'aspect militaire. C'est quasiment une obligation. Maintenant, ce qui était vrai il y a 5 ans, à savoir que les gens ne faisaient quasiment que du militaire, en particulier en France, n'est plus vrai maintenant. Les approches sont différentes selon les groupes et les individus, mais ça n'est pas un sujet spécifiquement militaire, ça c'est vrai. Certes, à l'époque, il y a eu des tas de choses qui se sont passées dans ce domaine, mais comme c'est une période charnière entre le monde contemporain et tout ce qui s'est fait, disons, dans ce qu'on appelle en France l'Ancien Régime, ça touche aussi bien le monde civil, politique, administratif, et ce dans toute l'Europe, hein. Donc ça dépasse complètement le contexte militaire. Ouais. Au départ, c'était comme beaucoup de compagnies médiévales, toute époque confondue, c'était de présenter l'art de la guerre. En apprenant l'art de la guerre, on a représenté des personnages vides de sens, car le chevalier est homme qui aime beaucoup de choses, et pas seulement la guerre est sa façon de vivre, mais il y a aussi les autres plaisirs du chevalier, comme celle décrite par notre conte de Foix. Ce qui est clair, c'est qu'on aime proposer au public de découvrir l'homme médiéval, le découvrir sous ses facettes, la guerre bien sûr, mais aussi sous ses plaisirs qui sont la chasse, l'amour des belles entre autres, le banquet, et c'est toutes ces facettes qui sont aujourd'hui présentées dans nos activités. Même si j'ai un costume de chevalier, j'ai jamais été un fou du combat. J'adore les costumes, qu'ils soient civils ou militaires, mais j'ai jamais été un fou du combat, donc c'est pas mon cas. Mais on se rend compte effectivement que la majorité des gens viennent à la reconstitution historique effectivement pour l'aspect militaire. Il y en a même d'ailleurs, il y a pas mal de reconstituteurs qui viennent de clubs d'escrime, qui ont commencé l'escrime traditionnelle, qui ont après commencé à faire un peu d'escrime de théâtre, donc médiéval, Renaissance, et qui après se sont rendus compte qu'il y avait d'autres choses autour, et qui donc ont fait de la reconstitution au sens le plus large, quoi. Quand vous allez rencontrer un soldat, il sait aussi comment on mange, parce qu'il sait comment on cultive le jardin, comment il soigne, comment il vit son quotidien et comment ses contemporains percevaient le monde dans lequel il vivait. Ça lui permet de donner le personnel avec plus de corps, plus qu'un simple soldat avec un bout de ferraille qui vaille sur la gueule contre un autre soldat. Quand on prend un campement dit militaire, il y a des activités militaires, du combat, de l'entraînement, mais il y a aussi de l'artisanat, que ce soit de l'artisanat lié à la guerre comme fabrication de cottes de mailles, d'armures, etc. Mais ça peut être aussi de l'artisanat complètement civil, de la poterie, la verrerie par exemple. Et puis on a tout un tas d'arts, la danse, le chant, la calligraphie, l'enluminure. Là je parle que pour la période médiévale. Et puis d'autres activités comme la restauration, quand je dis restauration c'est cuisine effectivement. D'autres activités qui sont absolument pas militaires, mais qui accompagnaient généralement les activités militaires, puisqu'elles font partie de la vie quotidienne. Le côté militaire n'est pas l'objectif premier, loin de là. Je ne crois pas pouvoir dire qu'on est des militaristes. On n'est pas une organisation paramilitaire, on n'a pas un goût particulier pour l'uniforme, mais c'est vrai que on est entré dans l'histoire vivante via un événement militaire. Ils ont beaucoup marqué l'histoire. Donc par cette voie, on a été amené à revêtir un uniforme. Mais je dirais c'est presque malgré nous. C'est pas le moteur de la passion. C'est pas le moteur de la passion, loin de là. Moi, c'est la période qui m'intéresse. D'ailleurs, autant l'histoire politique, économique, tous les aspects. Moi aussi, je m'habille en civil, on fait des bals en costume. Donc il y a des femmes avec nous aussi qui se mettent en robe d'époque. Donc il n'y a pas que ce côté militaire. C'est vrai que c'est peut-être le côté qui prend le plus de temps parce qu'il nous permet de nous retrouver le plus nombreux possible. Mais c'est pas la finalité, c'est pas effectivement de recréer une vie militaire. Maintenant on le fait sérieusement, c'est-à-dire que quand on est sur le terrain, effectivement, on fait comme à l'époque, on manœuvre comme à l'époque. Parce que ça procède de cette volonté de réalisme. Maintenant, là aussi on est bien content quand on rentre chez soi de plus faire du maniement d'armes. Les guerres sont toujours des choses dramatiques et c'est toujours... les gens se rappellent des moments les plus heureux et aussi les plus dramatiques de leur vie. Et c'est ce qui a marqué le plus. Les gens du XXe siècle qui ont participé aux guerres, ils travaillaient dans les champs, ils travaillaient dans les usines.
mais d'une manière extrêmement linéaire. Ils travaillaient à l'usine pendant 20 ans, et le fait d'avoir participé à une guerre, ça les a complètement chamboulés, et pour eux, ça a été quelque chose de dramatique d'un côté, mais ça les a fait complètement sortir de leur quotidien, et également, souvent, ça les a révélés à eux-mêmes. Au grand désespoir de mon père, par exemple, qui n'a jamais compris, on est issu d'une famille antimilitariste, qui n'a jamais compris que, alors que j'ai tout fait pour me faire réformer, que l'armée, c'est vraiment pas mon truc, une arme moderne, ça me parle pas du tout, qui n'a jamais compris que je puisse faire de la reconstitution militaire, mais c'est vraiment plus la vie de camp qui me motive. Et puis je pense que le fait de se retrouver entre passionnés aussi, ça a une importance qu'on ne mesure pas toujours, même si, étrangement, on va plus parler de reconstitution et de guerre civile en dehors des reconstitutions que pendant les reconstitutions, parce que ça ne nous intéresse pas pendant les reconstitutions de savoir que si le général machin avait fait telle chose, la bataille de truc chose, ce ne serait pas passé comme ça. On va plus avoir des discussions presque sur les camps de vie de tous les jours, comme les soldats pouvaient l'avoir à l'époque, de parler de leur famille, de leur boulot, de choses comme ça. Il y a une chose qui est un moteur pour nous, c'est la bonne humeur qui règne dans nos rangs. C'est vrai qu'on vient aussi, on se retrouve aussi pour parler entre nous, partager des choses. Donc c'est cette bonne humeur qu'on retrouve et qui motive parfois, parce que c'est vrai que moi ça fait depuis 1989, donc parfois il faut un petit peu me pousser pour ressortir sur le terrain. Nous on fait en famille, il y a mon épouse, mes enfants, j'ai même réussi à mes parents aussi. C'est pareil pour Martial. Alors nos amis, nos enfants, nos épouses se retrouvent avec nous, même s'ils ne sont pas forcément au départ aussi passionnés que nous. Mais si vous voulez, comme il y a une ambiance et une convivialité et le plaisir de se retrouver ensemble, de couper avec le quotidien, on fait un bond dans le temps et le plaisir de se retrouver, de partager. Souvent il y a une bonne tablée, c'est sympathique. Un week-end de reconstitution en Europe, puisqu'on se déplace partout, aussi bien en Italie, en Russie, en Prusse, même en Angleterre, nous permet sur un seul week-end de faire de l'histoire, visiter des lieux même où se sont passés les événements, ce qui nous permet de compléter et d'apprendre sur l'histoire officielle ou sur l'histoire académique. En même temps, ça nous permet de faire du camping, de faire du sport, alors à pied ou à cheval selon l'activité. Et puis ça nous permet aussi de retrouver des amis de toute l'Europe qui partagent la même passion. Et paradoxalement, d'ailleurs, pour d'anciennes nations ou ressortissants qui se sont battus dans le passé, là, on se fait des amis russes, des amis autrichiens, des Anglais, même des Anglais. Et là, vraiment, il y a une profonde amitié. On se reçoit les uns les autres dans nos pays respectifs. On se retrouve, mais alors là, en toute amitié. Et dans la journée, on essaie de faire de l'histoire de façon amicale. Et le soir, souvent, il y a des banquets et des rafraîchissements, comment dire, on boit un petit peu au coin du feu de bivouac et on se reçoit d'un bivouac à l'autre, c'est très amical et très sympathique, quoi. On a des relations avec nos amis anglais, il faut savoir que dans ce domaine, ils ont peut-être 30 ans d'avance sur nous. Ils ont plus une politique de mise en valeur de leur patrimoine historique qui est largement au-dessus de ce qu'on peut faire actuellement aujourd'hui. Alors au niveau reconnaissance de l'activité reconstitution historique, c'est sûr que la France est vraiment en retard. On n'est pas les derniers en Europe. Quand je dis en Europe, c'est quasiment dans le monde, parce que l'Europe est vraiment leader au niveau de la reconstitution historique, avec un petit peu les États-Unis. En Espagne, par exemple, en Europe, il n'y a quasiment rien qui se fait. Au niveau de la reconnaissance, vraiment, il y a vraiment un gros trou, un gros manque. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres, qu'on a monté l'association pour l'histoire vivante. Par contre, au niveau qualité, ce qu'on pouvait penser, ce qui était vrai il y a 5-6 ans, où tout le monde disait que les Anglais étaient vraiment en avance sur nous, c'est plus vrai maintenant. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes choses en Angleterre, mais il y a aussi de très bonnes choses maintenant en France, comme en Allemagne, comme en Belgique. Timor est là-dedans, donc bon, on leur doit un petit peu, quelque part, on leur doit un peu ça. Et c'est un peu l'intérêt de la chose. Il y a eu des jeunes dents cassées. En fait, ce qui tombait, Non, c'était c'est cette dent-là qui était cassée. Ah, c'est l'autre, ouais, Celle-là était déjà cassée, celle-là était neuve. Je me suis intéressé aussi au fur et à mesure à d'autres périodes, donc l'Antiquité romaine, le napoléonien, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre les époques en France, et qu'au-delà de ça, il y avait même
une certaine image de la reconstitution qui n'était pas très bonne, que les gens ne connaissaient pas vraiment, qui nous prenaient soit pour des petits soldats, soit pour des Playmobil, soit pour des fous. Donc moi ça m'a donné envie effectivement de monter en France l'équivalent d'un English Heritage. English Heritage, c'est une association anglaise qui est très connue et qui fait en fait de l'histoire vivante. Et donc en France ça n'existait pas du tout. On avait vraiment un manque de reconnaissance. Donc c'est pour ça qu'on a créé il y a 2 ans l'association pour l'histoire vivante. Donc son but c'est la promotion de l'histoire vivante en France à travers ses acteurs. Donc les acteurs de l'histoire vivante, c'est les troupes de reconstitution, amateurs ou professionnels, mais aussi les artistes, les artisans, les collectionneurs, enfin tous ceux qui essayent de faire vivre l'histoire. Dans un premier temps, il y a eu beaucoup de rassemblements qui se sont organisés, en tout cas en France, depuis 5-6 ans. Il y a eu des rassemblements, en tout cas entre gens qui faisaient de la reconstitution médiévale. Donc ça allait, je dirais, de la fin de l'Empire romain jusqu'au XVe siècle. Et maintenant, depuis 2-3 ans, il commence à y avoir des rassemblements inter-époques, où en fait on s'aperçoit que le même travail est fait sur d'autres époques, d'autres continents aussi, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent par exemple à la guerre de sécession ou les Indo-Américains, enfin toutes ces choses-là. Et en fait on s'aperçoit que la passion en fin de compte est la même. Maintenant la façon de travailler est différente. Mais en tout cas, quand on se retrouve, on s'aperçoit qu'on a vraiment énormément de choses en commun. On a d'excellents contacts. Ça se passe bien parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'on a un dénominateur commun, c'est la passion de l'histoire. Au bout de quelques minutes, le courant passe, quelle que soit la période, le courant passe et ça va très bien parce que c'est l'intérêt de découvrir de nouvelles choses et des sensations physiques, je dirais, de porter la tenue. Se mettre en costume, c'est bien joli, mais pour ne pas ressembler à votre petit frère un jour de carnaval, quelques recherches sont nécessaires. C'est la moelle de l'activité et tous les moyens sont bons. Quand on commence l'étude d'une période, on voit les grands faits, et puis très vite on tombe sur la vie quotidienne des gens de l'époque, sur leur mentalité, sur les objets qui les entourent. Et à partir de ce moment-là, surtout quand on en a des images assez précises avec les photographies, que ce soit d'époque ou dans les pièces de musée, on a envie finalement de se les approprier, de les toucher, de les manipuler. Et la meilleure solution, me semble-t-il, c'est de les recréer pour pouvoir les endosser. Et après voir concrètement comment, dans la vie réelle, tout ça se met en place, comment tout ça répond aux contraintes qui nous entourent. Donc je pense qu'il y a cette volonté un peu expérimentale de vivre une forme d'archéologie vivante. Le plus difficile en fait dans l'animation et la reconstitution historique, c'est de trouver une méthode de travail. Ça prend des fois plusieurs années en ce qui me concerne. Il y a une époque que je qualifierais de Playmobil, c'est-à-dire qu'il y a une époque où on avait des costumes qui étaient faits un petit peu de briques et de broc. Il y avait absolument même pas de recherche historique. Et puis petit à petit, on a commencé donc à se spécialiser sur une époque donc il a fallu trouver une méthode de travail. Donc la méthode de travail, c'est un petit peu comme une enquête de police, c'est-à-dire qu'on va chercher des éléments et on va essayer de les faire concorder. Donc ces éléments, c'est quoi? Donc c'est au niveau source historique, c'est par exemple les écrits. Donc ça peut être les chansons de gestes en ce qui concerne le XIIe et le XIIIe siècle. Ça peut être les chroniques. Et puis après, il y a des sources archéologiques, donc c'est les pièces archéologiques. On en a quelques-unes, mais c'est assez pauvre pour notre époque, mais il y en a quelques-unes. Et ensuite, nous avons les sources iconographiques, c'est-à-dire tout ce qui est Bible, psautier, enfin toutes ces pièces-là. Et en fin de compte, pour reconstituer un personnage sur une époque bien définie, on essaye de faire en sorte que ces pièces-là coïncident et de façon à avoir un personnage qui émerge de ça. Maintenant, via Internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites aux États-Unis ou ailleurs qui permettent de savoir que une tente d'époque faisait telle dimension, qu'elle était en telle matière, mais qu'il y a eu plusieurs fabricants, donc qu'elle varie de taille, etc. selon les fabricants. Pareil pour tout ce qui est cuir, breulage, etc. Donc on arrive. En plus, c'est quand même une période sur laquelle les Américains ont gardé quand même beaucoup de traces. Ils ont gardé beaucoup d'objets. Il y a une très belle série d'ouvrages qui s'appelle Echo of Glory, qui était édité par Time en 3 volumes, qui reprend justement tout ce matériel retrouvé d'époque qui a été photographié. Donc là, on peut s'apercevoir un peu
même si la photo ça peut parfois être trompeur, on peut s'apercevoir de la texture. Et puis il y a des gens qui ont été jusqu'à mesurer des équipements d'époque pour voir combien mesurait une ceinture, etc. Donc en étudiant, en plongeant le nez dans les livres, on arrive à retrouver traces vraiment de comment était fabriqué le matériel, en quelle matière, par qui, etc. Et on arrive par ce biais à retrouver des plans à l'échelle, etc. et à refaire le matériel comme il était fait à l'époque. Je prendrai l'exemple d'un propriétaire d'une fonderie en Allemagne qui, pour ses loisirs, a reconstitué un canon français, une réplique exacte d'un véritable canon de cette époque, et bon, qui l'a financé de sa poche, mais qui a fait ça avec une équipe d'amis, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir par exemple un canon complet avec l'avant-train, ils peuvent l'atteler, ça tire comme à l'époque. On est collectionneur souvent depuis beaucoup plus longtemps que le fait de faire de la reconstitution, donc on a de la documentation, mais le problème sur cette période-là, c'est que les tenues deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Surtout la partie tissu, ce sont des équipements qui ont entre minimum 50-60 ans. Pour les derniers équipements qui ont été fabriqués pendant la guerre, ils ont mathématiquement une soixantaine d'années. Donc les tissus vieillissent mal. Et pour les mettre sur un mannequin ou pour les porter simplement pour marcher, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on veut faire des démonstrations un petit peu plus dynamiques, on évolue de plus en plus, comme les gens qui font du napoléonien ou plus ancien, vers de la reconstitution et de la reconstruction complète de tenues. Pour les trouver, c'est un petit peu comme mes amis de 40, c'est les bourses aux armes, c'est les brocantes, c'est les antiquaires, c'est tout ce qui est susceptible des amis qui vous proposent, c'est tout ce qui est susceptible de pouvoir être intéressant. Et on essaye de trouver des équipements militaires d'après-guerre qui ont une coupe assez proche et qu'on remodifie jusque dans le détail pour en arriver à des... Cette capote est un modèle d'époque et là donc ça c'est une tenue qui est reconstituée quasiment de A à Z. Donc ça c'est un manteau de l'immédiate après-guerre qu'on trouve en surplus par quantité à un prix relativement modique et le tissu est de meilleure qualité. Donc pour les présentations il n'y a quasiment pas de différence. C'est vraiment, même à l'époque il y avait des différences de ton au niveau des fabrications. Et on retaille, on modifie les tenues, les bandes moltières, même les brodequins, on prend des modèles qui sont approchants et on évite de porter de plus en plus de matériel d'époque. J'ai le bonheur de temps en temps de trouver des renseignements précis qui correspondent à la description d'une tenue militaire de la fin du 15e. Donc on a le contact avec les documents et en utilisant ces documents aussi, en faisant aussi une sorte de facsimilé, en les faisant jouer avec les personnages et puis les accessoires. Ça va de la plume d'oie à l'encre, aux monnaies qu'on peut avoir dans la bourse ou dans l'escarcelle du soldat. On peut compléter le jeu en profondeur et avoir plus de relief que si on se tapait uniquement dessus, comme on a dit tout à l'heure, pour faire du bruit. En compilant des sources qui sont totalement différentes, qui sont les livres de contes de l'époque, une peinture, une enluminure, et de se dire, aujourd'hui j'ai quelque chose qui ressemble. Mais il faut être très humble, on est à 95%, on l'espère, le plus proche de ce qu'on est, mais on sait que demain, on trouvera certainement de nouvelles sources qui nous permettront de dire, on a eu tort, qu'il faut reprendre. Il faut rester très humble vis-à-vis de ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est que ça apprend vraiment l'humilité, quoi. C'est-à-dire que notre costume maintenant, au bout de 3 ans d'existence, je dirais, est très différent des débuts, justement parce qu'on a bénéficié de l'expertise de scientifiques, et puis aussi parce qu'on a pu tester du matériel. Donc je crois que ça aussi, on évolue en fait, c'est ce qui est intéressant. Et on n'est pas là effectivement pour se déguiser, on est là pour montrer ce que pouvaient être les tenues de l'époque. Et si on refait le même documentaire dans 3 ans, vous allez voir, il y a tas de choses qui vont changer, parce qu'on va s'apercevoir que ce qu'on a fait là, c'est pas bon. Parce que le savoir définitif, ça n'existe pas. Non, mais le savoir définitif, par définition, ça n'existe pas, sinon c'est pas intéressant. S'il y avait des choses parfaitement établies, cadrées, et puis on n'en sort plus, bon, au bout d'un moment, on va s'ennuyer quand même. En étant sur un camp, par exemple, on apprend à avoir un matériel efficace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va trouver un matériel très beau, mais en camp, si au bout du premier combat, on perd la ceinture ou on n'a plus de bottes, on se rend compte que c'était pas la bonne solution. Donc c'est vrai qu'on apprend tout le temps. Je crois que l'énorme intérêt, on a de la chance aussi d'être en contact avec des archéologues qui veulent bien collaborer avec nous et nous donner des informations. Nous on a la chance d'avoir des archéologues qui nous ont pas regardés comme des espèces de bêtes venues de l'espace,
mais des gens qui avaient une passion pour cette période-là et à qui ils ont décidé de filer un coup de main. Alors c'est vrai qu'on n'hésite pas, nous, quand on a, je dirais, un petit doute sur un objet, à leur écrire en disant, écoute, voilà, tiens, ça, à ton avis, ça peut servir comment? Est-ce que notre interprétation te plaît? Eux, ils sont spécialisés pour la période d'un point de vue, je dirais, de scientifique. Ils connaissent la période d'un point de vue scientifique, ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé des objets. Parfois, nous, ce qui les intéresse, c'est que quand nous, eux, ils ont trouvé des objets, quand nous, on en fait l'application sur le terrain, eux se disent, bah, tiens, j'avais raison ou je m'étais planté. Il faut savoir qu'en France, par rapport à l'Angleterre ou aux États-Unis, les rapports avec ce que j'appellerais moi les professionnels de l'histoire sont un petit peu particuliers. Dans le sens que des gens comme nous, qui sont uniquement des passionnés, qui avons nos connaissances sont puisées dans les livres que ces gens ont écrits la plupart du temps, qui visitons des sites, on nous prend un petit peu pour des originaux. Qu'est-ce que c'est que ces gugus qui se déguisent hein, mais à côté de ça, vous avez aussi des gens qui sont vraiment responsables et qui font, quand on leur pose des questions, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça c'est authentique, qui répondent et qui apportent leur connaissance et essaient de nous faire progresser, nous. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. On peut pas, du but en blanc, bonjour, je fais de la reconstitution historique, voilà, j'ai lu dans votre livre que telle tenue était bien, est-ce que c'est vrai? Alors des fois, on dit, oh non, vous ça sans intérêt, ce que vous faites. Bon. Ça ne nous apporte rien, vous n'apportez rien à l'histoire et à la connaissance en général. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en France, c'est un peu le problème. Moi, je sais que je ne cherche pas tellement à en parler. Je suis assez discret sur la question. Si on m'interroge, je réponds bien volontiers. Mais bien souvent, bon, ça fait pas très sérieux, il faut bien le dire. On est un petit peu pris pour des guignols. Je pense que les historiens ont tout à gagner à revêtir une fois de temps en temps la tenue des gens de cette époque-là, ou enfin de l'époque qu'ils étudient. C'est-à-dire que ça permet effectivement peut-être de mieux comprendre après ce qu'on lit dans un texte. Et plus il y aura de groupes qui feront un travail sérieux, et plus on sera pris au sérieux, et plus on avancera, parce que sans ces gens-là, on peut rien faire. Parce qu'en fin de compte, une grosse partie des sources qu'on a est issue de leur travail à eux, que ce soit les archéologues ou les historiens. Combat médiéval dit choses très spectaculaires. Il y a beaucoup de gens qui proposent aujourd'hui le combat médiéval, il y a beaucoup de façons de le proposer. Il y a les maîtres l'escrime, donc la Fédération française d'escrime médiévale qui propose de l'escrime médiéval. Il y a l'escrime de spectacle, il y a l'escrime des gens qui pensent se rapprocher le plus près possible en se mettant dans de l'instinctif, donc sans rien préparer. Toutes ces possibilités, toutes ces choses existent aujourd'hui et ont le mérite d'exister. Nous, chez Lycée Lyon, le choix était de faire de la chorégraphie d'armes. C'est-à-dire comme des pas de danse, l'idée c'est de faire voir quelque chose qui va permettre de faire passer des émotions des acteurs qui se battent, des acteurs qui sont autour de ces gens qui se battent vis-à-vis d'un public qui va vivre avec nous ces combats. Si on veut vraiment faire du combat qui ressemble à du combat, il faut se mettre dans la peau qu'on est un soldat et il ne faut pas hésiter à se faire faire du matériel qui est fait pour protéger. L'équipement est authentique, vous êtes dans la situation du combattant de l'époque. Donc ce qui va nous intéresser, nous, chez Lycée Lyon, c'est de porter l'équipement offensif et défensif le plus proche possible. Parce que là, on est sur des sources fiables. Des pièces existantes, des poids donnés, des armes de taille et dimension calibrées. Donc on ne va rien adapter, on va prendre dans les tas. Ce qui va nous demander de nous adapter à cet équipement
et en s'adaptant à cet équipement, on va donner quelque chose qui nous semble réaliste. Les traces écrites sont rares et remontent plus loin encore que le XIe siècle. Donc ce ne sont que des, je dirais pas des supputations, mais des extrapolations. Il y a des maîtres d'armes qui étudient depuis longtemps à la fois les textes anciens et qui essayent de reproduire des gestes. Donc il y a une évolution dans l'escrime médiévale et qui essaye d'être reproduite, donc sur des gestes basiques et qui évoluent tout doucement. Donc le but aussi c'est d'essayer de retrouver ces gestes, de les reproduire, toujours en sécurité. Il y a un entraînement assez régulier, pas quotidien mais hebdomadaire en ce qui nous concerne, qui fait qu'on essaye de garder une maîtrise. Alors la maîtrise des armes, pour certaines époques, on peut travailler ça grâce à des manuscrits. Il en existe par exemple pour le 14e, la fin du 13e, le 14e et 15e siècle, il y en a beaucoup. Maintenant pour le 12 et 13e siècle, il y en a pour ainsi dire pas. Le premier date de la fin du 13e siècle. Donc là, on est obligé de partir là aussi sur des sources iconographiques et à partir des observations, essayer d'extrapoler. Donc là, on se permet cette liberté-là, mais on n'a pas d'autre solution. On essaie de recréer les mouvements de l'époque et l'administration de l'époque, y compris dans l'armée. Donc les groupes évoluent selon les règlements précis en vigueur selon la date concernée. Et sur cette base-là, on a mis en place un système d'information et de... je dirais pas de commandement, parce qu'on n'est pas non plus des militaires, on ne veut pas l'être, hein, mais disons d'organisation des opérations qui permettent de donner, avec des manifestations de 2-3 000 personnes, une certaine quand même cohérence dans les mouvements, parce que c'est facile de partir vite dans l'anarchie et dans n'importe quoi. De temps en temps, de grandes reconstitutions comme celle de la bataille de Formigny ou ici de Waterloo sont organisées. Elles mettent aux prises des centaines, voire des milliers de reconstituteurs et il existe un rendez-vous régulier pour les amateurs du Moyen-Âge. Il s'agit de la bataille d'Hastings en Angleterre. On a la chair de poule, c'était absolument extraordinaire avec mes amis qui étaient présents ici. D'abord, on a retrouvé plein de gens de toute la France, de tous les milieux. On s'est tous retrouvés ensemble et se sont dit c'est super. Le camp était immense. Et alors je me souviens, les choses les plus fortes, c'est quand on arrive sur le champ de bataille, qui est le champ de bataille. C'est toute cette masse de personnes costumées, c'était extraordinaire. Les chevaux, il y avait 80 chevaux, c'était grandiose. Et lorsque vous arrivez en bas, et qu'il y a la côte, il faut monter la côte, et en haut vous avez un mur de boucliers saxons énorme. Alors là c'est l'adrénaline, c'est génial, quoi. Mais ça a été très 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 sécurisé. Il y a très très peu de blessés, peut-être un doigt cassé, une chute de cheval, mais ça se fait dans des règles bien carrées, c'était impeccable au niveau sécurité. Donc on a pu profiter de cet événement et partager avec nos amis anglais en s'affrontant de manière courtoise, on va dire. C'était très très bien, c'était super. Les reconstitutions de qualité moyenne impliquent en général 500 à 800 personnes, voilà, au niveau européen. Il y en a des plus grandes en quantité de participants, mais en général on perd beaucoup en qualité et aussi en sécurité parce qu'il y a cette dimension qui intervient surtout dans la partie militaire, hein, ne serait-ce qu'avec les armes. À notre époque nous avons déjà des armes à feu, des pièces d'artillerie, la poudre noire, donc ce sont des explosifs. On passe déjà à des choses je dirais immédiatement plus dangereuses, quoi. L'objectif n'est pas de faire mal à son partenaire, puisqu'on est tous partenaires dans l'histoire, on est des copains, pour certains de longue date. Donc il est hors de question qu'on se fasse mal. Donc il y a des coups aussi qu'on va s'interdire. À partir de tout ça, sachant qu'on a le matériel adéquat et qu'on s'interdit des coups trop dangereux, ça fait 12 ans que je fais de l'animation historique. J'ai jamais été blessé, j'ai jamais blessé personne, il n'y a jamais eu d'accident. Donc les assurances nous reçoivent à bras ouverts. Je dirais qu'il y a moins de blessés dans l'animation historique que dans le sport tel que le foot ou le rugby ou d'autres sports assez virils, on va dire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci.
Bon, il faut avoir la tête sur les épaules aussi. Faut pas non plus se prendre pour un barbare. Je pense qu'il faut être sain d'esprit avant tout. Si les livres d'histoire vous donnent de l'urticaire, si vous ne supportez pas Mel Gibson dans Braveheart, il vous reste l'histoire vivante, une passion à vocation très pédagogique. On veut faire plaisir à tous les gens. À l'averti, la personne qui connaît beaucoup de choses en histoire, on veut qu'il ait le plaisir de voir des petits détails. On va travailler beaucoup sur le petit détail qui est imperceptible. C'est un couteau, mais en même temps c'est une dague. Et puis il y a ce petit gland qui est dessus qui permet de dire oui, je l'ai vu la même pièce dans un musée. Donc la personne avertie qui se cultive beaucoup du Moyen-Âge va retrouver chez nous, on l'espère, beaucoup de ces objets qui étaient derrière une vitrine, du seul coup devant en action. Après, il y a la personne qui ne connaît rien, mais qui s'intéresse par la passion, par l'imaginaire, par le chevalier, ce monde merveilleux, par la table ronde, et il doit trouver quelque chose de ludique. C'est quelque chose de concret. Il voit l'équipement que porte le soldat d'époque, l'armement, et on peut répondre à leurs questions, et c'est beaucoup plus intéressant qu'un cours d'histoire ou une émission de télé toute faite qui est bien, mais c'est pas interactif. Tandis que là, on reste, mettons, si on reste 2 heures sur une place de village, les gens sont extrêmement intéressés. Alors les anciens viennent pour raconter leurs histoires, et ça permet un petit peu aussi au sein du public d'avoir des discussions que les gens n'auraient jamais eues. Moi personnellement, je vais dans certaines classes à la sollicitation des professeurs, dans la période bien déterminée, pour pas faire un peu n'importe quoi. Et donc j'apporte mon matériel, des fois même je me costume, et on montre aux enfants, parce que pouvait être un homme d'armes, un soldat normand du XIe siècle, par exemple. Donc il y a une approche beaucoup plus, je dirais, tactile de l'histoire. Les tout petits enfants, moi j'ai fait aussi même des classes de maternelle, et il y a tout de suite cette démarche, ces enfants qui sont... Alors là, c'est génial. Et alors là, après, les professeurs ou les instituteurs, pour eux, ça leur fait une approche différente. Ça leur permet tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Et là, c'est beaucoup plus concret pour eux, et ça va beaucoup plus facilement. Notre mission dans nos spectacles, qui se veulent très humblement des spectacles d'intérêt général. On veut que le petit enfant ait un grand sourire en participant avec nous, c'est-à-dire que les photos avec les sourires d'enfants sont pour nous déjà une grande satisfaction. La participation active des adultes qui les accompagnent ou qui viennent pour nous voir et qui sont restés de grands enfants est une deuxième satisfaction. Et le plaisir de rencontrer l'historien qui va venir et dire « j'ai vu ça dans tel et tel musée » et que nous on va pouvoir poursuivre là-dessus. Alors chacun à son niveau, et c'est pour ça qu'on essaye ici d'avoir un duo artistique, historique, qui se ressent dans le lycée Lyon 1462. À l'école, les enfants, lorsqu'ils sont interrogés, ils ont des connaissances un petit poil au-dessus des autres, pas forcément énormément, mais ça leur parle, il y a des choses qui leur parlent beaucoup plus. Et donc ils sont avides aussi de montrer qu'ils savent des choses. Et pour eux, c'est un plus. Ils voient l'histoire différemment, les enfants voient l'histoire différemment, de manière plus positive. Bon, je suis prof d'histoire, donc je peux vous dire que les programmes d'histoire en France à l'heure actuelle ne traitent absolument pas de la guerre de sécession. On n'en parle que éventuellement très vaguement en faisant la question de l'esclavage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, puisque l'image qu'on a de cette guerre est très stéréotypée. On la doit en grande partie au film Menteur en emporte le vent, qui véhicule quand même énormément de clichés. Qu'aujourd'hui les historiens américains surtout essayent de remettre en cause. Donc il y a effectivement un gros travail historique à faire pour que les Français changent un petit peu leur vision de ce conflit. Il y a un certain nombre de choses, d'ailleurs des contre-vérités, c'est-à-dire des choses qui ont été dites et qui, une fois qu'on a reconstitué la chose en question, se sont trouvées être fausses. Il y a beaucoup de gens qui disaient par exemple à une époque que les chevaliers en armure ne pouvaient pas tomber par terre parce qu'ils ne se relevaient pas. C'est complètement faux. Un chevalier en armure, encore ça dépend quelle armure, mais une armure de combat à pied, et non pas à cheval, un chevalier qui tombait, en 10 secondes il était debout parce que son armure était taillée pour justement le laisser libre de ses mouvements. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut voir qu'en réessayant et en montrant aux gens que c'est possible de faire des armures en acier qui permettent aux gens de faire une roulade par terre et de se relever. On entend souvent des aberrations sur le poids des épées, le poids du matériel en général. Bon, je vais essayer de rétablir un petit peu la chose là, puisque l'occasion m'en est donnée. Par exemple, le poids d'une épée. Une épée au XII-XIIIe siècle n'excède pas le poids de 1,2 kg, 1,5 kg. C'est le poids d'une bouteille d'eau minérale. Concernant la cotte de maille, une cotte de maille, le poids d'une cotte de maille, enfin d'un équipement complet en maille pour un chevalier, n'excède pas une 20-25 kg, pas plus.
Si on doit parler, je dirais, du poids global de ce que pouvait porter un chevalier, c'est aux alentours des entre 30 et 40 kilos, tout dépend le gabarit du personnage. Il y a un côté archéologie expérimentale qui est très important. Et le deuxième côté qui est encore plus important, je pense, c'est le côté pédagogique. C'est-à-dire le livre ou le musée un peu sans animation, ça peut paraître à certaines personnes assez rébarbatif, parce qu'il faut lire des textes, parfois c'est pas très amusant. Là, en associant le côté pédagogique et le côté ludique, on arrive justement à faire passer un certain nombre de messages et un certain nombre de choses qui font apprendre un certain nombre de faits historiques, d'événements, de culture au public.